Ok. Bonsoir à tous et merci à vous d'être venus. Je m'appelle Alain Lampo, donc je suis accro au techno.net depuis 2002. Donc je suis très honoré d'être ici avec vous pour vous parler de WPF et je remercie Damien qui m'a invité. Et je vous remercie aussi d'être là. Et donc, j'ai intitulé le slide WPF l'essentiel parce que dans la préparation, j'ai préparé pas mal de trucs et puis on a vu que ça allait déborder un peu. Donc, j'ai essayé de faire une synthèse que je vais vous présenter. Mais au-delà de la synthèse, je vais vous montrer aussi les autres slides que vous pourrez télécharger sur le site de la MSN après que Damien l'ait étudié, ainsi que les différents projets qui sont dans la solution avec lesquels je vais faire les démonstrations. Donc, dans notre plan de présentation, donc on va commencer par un aperçu de WPF. Ensuite, on verra les évolutions disponibles dans WPF, notamment les évolutions principales. Et puis, on va faire un comparatif avec Silverlight. Vous avez sans doute entendu parler de Silverlight aussi, qui à une époque s'appelait justement WPF/E. Okay? Et donc, ça trace le lien entre les deux. On verra donc les différences. Et puis, on verra ensemble comment est-ce qu'on peut utiliser WPF dans Visual Studio, comment je crée un projet WPF, un formulaire. Le fait aussi qu'on insiste sur l'un des avantages qu'il offre, c'est une distinction nette entre les rôles d'infographiste, designer et de développeur, avec une collaboration améliorée, parce que actuellement, on le verra que dans WPF, le travail de l'infographiste peut être directement intégré pour que le développeur puisse travailler avec. On n'a pas de phase de découpage HTML comme on le disait avant sur les autres technologies. Et puis, je vais montrer des exemples d'interfaces professionnelles qu'on peut développer avec WPF. Un très bon exemple, c'est Visual Studio 2010. C'est un excellent exemple d'interface WPF. Et donc, ça nous montre ce qu'on est capable de faire avec. Donc, il y aura différents exemples d'interface à ce niveau. Alors, pour présenter WPF, pourquoi WPF? Alors, je disais tout à l'heure que c'est un nouveau paradigme, un nouveau concept de l'interface utilisateur, mais qui est tellement bien pensé que ça nous offre vraiment une puissance inégalée jusqu'ici dans la richesse et la productivité au niveau du développement des interfaces utilisateurs. Et donc, c'est très, très intéressant à voir. Et puis donc, on voit aussi que dans cette technologie, on a certaines capacités qui sont présentes, qui font penser à d'autres technologies telles que SVG, Flash, HTML, etc. Mais en gros, l'objectif de WPF, c'est de nous permettre de développer des interfaces utilisateurs avancées qui tirent bien parti du framework .NET depuis la version 3.0. Okay. Depuis la version 3.0, vous avez WPF, vous avez WCF, Windows Workflow Foundation aussi. Tout ce pack de framework, WPF permet de tirer avantage de ces différentes technologies. Alors, ils permettent aussi de créer des interfaces utilisateurs dans lesquelles je peux mixer facilement des éléments multimédia tels que de la vidéo, du son, de la 3D, de la 2D, des animations et bien plus que cela encore. Un exemple auquel on pourrait penser, c'est l'exemple que je vous présente ici. Imaginez une application médicale. Okay? Imaginez qu'on développe une application pour un cabinet médical. Il y a beaucoup d'informations que cette application est censée gérer au sujet des patients, comme par exemple afficher les images et le texte des informations de patients, certaines informations multimédia, telles que par exemple le rythme cardiaque, etc., des signaux vitaux de ces utilisateurs, des vidéos, par exemple, des ultrasons, d'autres diagnostics médicaux qu'on peut faire, etc. Donc, tout ça, c'est pour nous dire simplement qu'une telle application nécessiterait d'avoir des capacités multimédia assez avancées. Et donc, WPF nous permettrait de développer ce genre d'application. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup de capacités de présentation multimédia, 3D, de graphisme, etc., que je peux développer, mais surtout d'une façon qui est beaucoup plus aisée que ce que je pouvais faire avec les WinForms. Donc, c'est une évolution très intéressante à voir. Donc, ça va toujours dans ce même sens.
Et puis là, en plus, la possibilité d'ajouter aussi des documents et des annotations sur les différents graphismes, etc. Alors, un exemple simple d'application WPF, donc considéré vraiment au bas niveau. Cet exemple, c'est l'affichage du fameux message Bonjour tout le monde dans une application .NET classique avec un message box show. En WPF, je le ferai plutôt de cette façon. Et là, vous avez ce qu'on appelle du code XAML. XAML, voilà. XAML pour Extended Application Markup Language. Donc, il y a une technologie de balisage qui fait un peu penser à des technologies telles que XML et HTML. D'ailleurs, c'est basé sur du XML, dans laquelle je décris toute l'interface utilisateur qui constitue l'interface de communication de mon application WPF. Donc ici, vous voyez qu'on a utilisé une balise qui s'appelle TextBlock et dont le contenu est intitulé Hello World dans une page WPF. Je reviendrai sur les différents types de formulaires que je peux utiliser. Alors, pour que je puisse afficher une telle page, j'ai un objet qui s'appelle l'objet application. Et c'est dans l'objet application qu'on définit la page qui va être exécutée quand je lance mon application WPF. Et donc là, vous avez l'événement On Application Startup, événement de démarrage de l'application. Et donc, j'instancie ici une instance d'une fenêtre, définis son titre et je demande que celle-ci soit affichée. On verra que ce traitement, je peux également réaliser le même traitement avec du XAML. Alors, au niveau des éléments qui constituent une application WPF, on va parler essentiellement de trois types de modèles. Des modèles de contenu, donc des contrôles qui vont avoir du contenu à l'intérieur. On va aussi parler des modèles de structuration, des contrôles qui vont nous permettre de structurer mon interface, de l'arranger au mieux, de bien disposer les éléments dans l'interface, et aussi des modèles de rendu et de transformation, notamment pour tout ce qui concerne les animations, etc., que je peux réaliser sur mes différents éléments. Ici, je présente un exemple de modèle de contenu qui s'appelle le stack panel. Donc ça, c'est un nouveau composant que vous n'allez pas trouver sous cette même forme dans les WinForms. Et le stack panel, c'est simplement un panel donc, qui joue le rôle de container dans lequel je mets d'autres contrôles. Et pour le cas du stack panel, je peux les ajouter dans le panel de deux façons, soit en les ajoutant verticalement, auquel cas les contrôles vont se positionner du haut du panel vers le bas, ou bien en les ajoutant horizontalement, auquel cas ils vont par défaut se positionner de la gauche vers la droite, ou je peux spécifier le sens inverse de la droite vers la gauche. Ok? Je reviendrai sur des démonstrations sur le stack panel pour qu'on voit mieux qu'est-ce qu'il permet de faire. Donc, vous voyez que dans cet exemple, pour la balise stack panel, quand je l'ai définie, j'ai spécifié que l'orientation c'était verticale. Puis, j'ai ajouté deux boutons à l'intérieur. Ici, il y a un peu de texte. Dans ce second bouton, j'ai une image. Et donc, on voit que le contrôle de bouton, lui aussi, c'est enrichi par rapport à l'ancien contrôle parce qu'il peut facilement avoir du contenu tel que des images, etc. Ici, vous avez un deuxième exemple de conteneur qui est le grid. Donc, le grid représente simplement une grille sur laquelle je peux définir un certain nombre de colonnes et un certain nombre de lignes qui définiront donc le produit en matière de cellules. Des colonnes et des lignes, ça me donnera des cellules dans lesquelles, dans chaque cellule, je peux placer d'autres contrôles WPF au niveau de la cellule. Okay? Alors, regardez cette présentation qui nous est donnée ici du contrôle de grid. J'ai une balise qui s'appelle grid.column définition. Autrement dit, on est sur le point de définir les différentes colonnes de mon grid. Et donc, ils sont définis ici, une à la suite des autres. Donc, on voit que j'ai trois colonnes qui ont été définies ici. Et puis, au niveau des lignes, j'ai la balise grid.row définition, où j'ai définition de
trois lignes qui constituent mon grid. Alors, un truc très intéressant qu'on trouve dans WPF, c'est la notion de propriété attachée. Okay? Cette notion de propriété attachée, elle dit simplement la chose suivante. Quand j'ai un contrôle container dans lequel je mets des contrôles contenus, le contrôle contenu peut hériter de certaines propriétés qu'il n'avait pas auparavant et qui sont en relation avec son conteneur. Exemple, pour les text blocs que j'ajoute ici, qui sont des zones de contenu de texte, ils héritent de la propriété colonne définie par grid.colonne. Autrement dit, quand je définis le text bloc dans un contrôle de grid, à ce moment-là, je peux spécifier clairement dans quelle colonne du grid est-ce que je souhaite positionner le text bloc. C'est un peu logique, mais il fallait y penser, il fallait l'implémenter. Donc, ça a été implémenté sous la forme de ce qu'ils appellent des propriétés attachées. Alors, un autre truc qui est très intéressant aussi dans WPF, c'est le modèle de gestion d'événements, la façon dont WPF permet de gérer les événements. Donc, la notion d'événement, vous êtes sans doute familier avec la notion d'événement. Quand je clique sur un bouton dans un formulaire, une forme ou dans une application ASP.NET, le traitement qui se fait derrière, ce clic est traduit comme un événement et puis il déclenche une procédure qui va effectuer un certain traitement. En WPF, les événements sont devenus ce qu'on appelle des événements routés. C'est-à-dire que ces événements sont propagés soit de la source de l'événement vers la racine de l'application WPF, soit dans le sens inverse. On a aussi une propriété au niveau de la gestion des paramètres d'événements avec le paramètre de type routed event args, une propriété handled qui va me permettre de dire simplement je souhaite bloquer la propagation de l'événement. Et donc, comme je vous le disais, au niveau de ces événements, on dit qu'ils traversent l'arbre visuel et logique. Je vais revenir rapidement sur ces deux concepts d'arbre visuel et logique. Donc, ils les traversent selon trois stratégies qui sont le premier, le tunneling, c'est un terme en anglais. Peut-être que je ne le prononce pas très bien, mais dans le cas du tunneling, l'événement est déclenché de la racine de l'arbre et propagé à chaque enfant jusqu'à atteindre la source. Qu'est-ce qu'on entend par là? J'ai par exemple un stack panel dans lequel j'ai un contrôle de type bouton. Sur le contrôle de type bouton, on effectue un clic. Dans le cas du tunneling, au lieu que l'événement de clic soit d'abord géré par le contrôle bouton, il est d'abord géré par le stack panel, qui est la source de l'événement. Après, il sera propagé jusqu'au bouton. Ensuite, j'ai le deuxième mode qui s'appelle le bubbling, qui est donc le mode inverse, où l'événement est déclenché à la source et est propagé à chaque enfant jusqu'à la racine. Et puis, on a le mode direct dans lequel c'est uniquement la source de l'événement qui va gérer cet événement. Et donc, ici, je disais, par exemple, ça, c'est un exemple d'une méthode de gestion d'un événement de clic, par exemple, sur un bouton, où les deux paramètres sont le premier, la source de l'événement, et le paramètre, la propriété qui contiendra les paramètres de l'événement. Et donc, si on veut stopper cette propagation de l'événement, je vais dire par exemple ici, e100 égale true, ça signifie que l'événement a été traité, donc on arrête sa propagation. Alors, un autre aspect très intéressant, c'est la liaison aux données, okay? Ce qu'on appelle les data binding. Donc, il y a plein de nouvelles techniques de liaison aux données qui sont très intéressantes. Il y a la notion de data context, les ressources statiques, les data templates, les collections observables et les objets de type Notified Property Change, qui sont autant de nouvelles façons par lesquelles je peux effectuer de la liaison aux données. Alors, un premier exemple de liaison aux données, c'est le suivant. Alors, dans lequel là, j'ai un stack panel, donc j'ai mon panel. Et puis, j'ai un bloc de texte ici, text block, un text box. Donc, ça, c'est le nom du text box. Et puis, pour la propriété de texte, le texte qui va être affiché dans ce text box, je dis que cette propriété, c'est une propriété que je renseigne par liaison aux données en spécifiant dans le chemin la propriété correspondante dans la source des données.
Ici, j'ai fait la même chose donc pour la ville, TXT City, avec le chemin qui est égal à 6. Et donc, j'ai d'autres exemples. Ça, c'est des boutons de navigation. Ici, j'ai une list box. Et la source des éléments de la list box aussi, je peux l'obtenir par liaison aux données. On verra des exemples plus détaillés là-dessus aussi. Alors ici, je parle un peu de la puissance de cette nouvelle technologie dont l'un des aspects les plus essentiels, c'est la forte productivité qu'elle nous permet d'avoir quand on développe des interfaces utilisateurs, tout en nous permettant de gérer à la fois l'information, le multimédia et les documents. Au niveau des documents, vous avez un nouveau format que Microsoft a défini qui s'appelle XPS, XML Paper Specification, qui est en train de devenir très répandu. D'ailleurs, si vous avez si vous tombez sur un fichier XPS quelque part, vous allez constater que vous pouvez l'ouvrir facilement dans le navigateur Internet Explorer. C'est un format vectoriel, exactement. C'est ça. Alors, donc ici, il y a plein de technologies qui sont unifiées en arrière-plan, notamment le fait que WPF repose en grande partie sur tout ce qui est DirectX. Okay? Son moteur de rendu utilise le moteur de rendu de DirectX. DirectX est une technologie qui est très efficace, qui a fait ses preuves dans le domaine de tout ce qui est graphisme, animation, développement d'applications ludiques, jeux, etc. La création d'interfaces est devenue beaucoup plus simplifiée. On va voir des exemples là-dessus. J'ai moins de difficultés à créer et maintenir des applications. Une des raisons, c'est simplement aussi par cette distinction entre les tâches de développement proprement dites et les tâches de design et d'infographie. Okay? Un infographiste est capable de vous créer des interfaces, vous les incorporez directement dans votre projet WPF, parce qu'actuellement, il y a plein d'outils tels que Microsoft Expression Blend qui vous permettent de produire du XAML, okay? Des interfaces en XAML. Et comme XAML, il est nativement reconnu par la technologie WPF, vous pouvez l'incorporer sans problème. C'est pareil pour tout ce qui est multimédia, documents d'animation, etc. Et donc, ce sont des éléments qui ajoutent une certaine valeur ajoutée sur vos applicatifs. Le cas de l'application médicale le prouve, parce qu'une application médicale pareille, qui serait sans animation, qui serait sans graphisme, n'aurait pas vraiment un grand intérêt pour les utilisateurs. Et donc, en gros, on peut dire que l'expérience utilisateur s'en trouve grandement améliorée. Et là, donc là, je dis que le dialogue entre les infographistes et le développeur est renoué parce qu'il n'y a plus de problème qui serait créé par la phase de découpage HTML. Et puis, parmi les autres concepts intéressants qu'on a, c'est cette notion qu'on trouve d'arbre logique et d'arbre visuel, les propriétés de dépendance, les commandes, etc. Alors, on parle d'arbres logiques, on dit que les arbres logiques sont des objets utilisés pour créer des interfaces utilisateurs dans WPF et que c'est un concept qui est très important parce que chaque aspect de WPF est associé à des arbres logiques d'un côté, alors que les arbres visuels sont en fait des arbres logiques qui exposent des composants visuels. Autrement dit, l'arbre visuel, c'est simplement l'arbre logique mais avec les contrôles visuels dedans. Okay? Et donc, cette idée, c'est quoi? C'est simplement que quand je considère une application en WPF, je peux la représenter sous forme d'un arbre. Parce que à la base de l'application, j'ai peut-être une fenêtre Windows de WPF, on va voir ce type d'élément, ou bien une page WPF. Et après ça, j'ai donc des contrôles de contenu, un stack panel, un doc panel, un wrap panel, il y a beaucoup de types de panels différents. Et donc, tous les autres éléments vont venir se greffer à l'intérieur de ce contrôle de contenu, comme les labels, les chaînes de texte, etc. Alors, mon arbre visuel est un peu moins bien visible que ça, mais il détaille derrière chacun des contrôles logiques qui constituent mon application, il détaille les différents composants visuels qui viennent se greffer à l'intérieur. Mais, par exemple, dans le label, il y a systématiquement un contrôle de type border, une bordure pour le label. OK? Mais c'est un peu moins bien visible que d'autres. Donc, on dit que c'est un concept qui est utile pour séparer l'apparence de la logique applicative
et que j'ai des classes qui me permettent de parcourir l'arbre. Autrement dit, je peux naviguer dans l'arbre sous forme d'une structure de nœud et arriver à n'importe quel nœud pour pouvoir l'utiliser. Dans le cas dans le cas des arbres logiques, j'ai System.Windows Logical Tree Helper et dans le cas des arbres visuels, j'ai System.Windows Visual Tree Helper. Ok, donc ça c'était un peu de théorie. Je vais faire quelques petites démonstrations pour qu'on voit un peu plus concrètement à quoi tout cela correspond. Alors, dans ce projet, c'est la solution dans laquelle j'ai différentes démos. Mais avant de prendre une démo, avant de vous montrer l'une de ces démos, je vais vous montrer comment je crée un nouveau projet avec WPF. Et puis, je vais faire quelques petits formulaires juste pour vous montrer que son utilisation est quand même assez aisée. C'est vrai que le concept est différent du concept de WinForm, mais une fois qu'on se familiarise avec, ça devient très intéressant à utiliser. Okay? Donc là, je vais ajouter un projet dans cette solution en faisant ajouter un nouveau projet. Alors, je suis plutôt C#. Je ne sais pas si c'est le langage préféré de tous. OK? Et donc là, je vais choisir dans les types de projet Windows et je vais prendre l'application WPF. Alors, il m'a ajouté cette application WPF application 1. Et par défaut, dans cette application, il me fait deux choses. Il m'a créé un fichier XAML qu'il appelle app.xaml et il a créé un autre fichier qu'il appelle mainwindow.xaml. Alors, app.xaml, c'est lui simplement qui se charge de définir le point d'entrée dans mon application, mais on peut aussi y définir certaines ressources comme des dictionnaires, des objets qui peuvent être utilisés au niveau applicatif, qui peuvent être accédés par n'importe quelle page ou n'importe quelle fenêtre qui sont dans l'application. C'est comme les fichiers conf au niveau des fonds. Exactement. C'est un peu comme ça. Oui. Alors ici, regardez dans app.xml, bon, ce que vous avez en première ligne, c'est définition de la balise de premier niveau application avec les espaces de nom par défaut qu'on peut utiliser. Mais surtout, ce qui est intéressant ici, c'est ça, Startup URI, qui indique quelle est la page WPF de démarrage. C'est ça. Donc, elle est définie sur mainwindow.xml, qui est notre page qui est ici. OK? Le nom d'appel de démarrage, peut-être un mot app. Le nom de, oui, ici c'est, oui, oui, du lanceur de l'application. Oui, c'est ça. Alors, dans ma page qui est là, je peux accéder en mode design par la barre d'outils, ajouter des composantes sur cette page. Voilà, donc vous avez des composants qui ont des noms qui ressemblent aux composants classiques que vous connaissez dans les WinForms ou bien dans les pages ASP.NET, ça ressemble à ça. Alors tout à l'heure, on avait parlé par exemple du stack panel. Supposons que je prenne cette page et que... Alors, je dois aussi vous montrer par défaut ce qu'il a mis dans le main window. Okay? Par défaut, dans le main window, quand il crée le main window, il lui met un grid. Okay? Par défaut, il lui met le composant grid. Bon, ce n'est pas un problème. Je vais vous montrer comment je peux facilement configurer ce grid. Je vais lui donner une taille un peu moins grande que celle de la fenêtre elle-même. Comme ça, on pourra la manipuler plus facilement. En disant par exemple que sa propriété width pour la largeur, je la définis à 500. Et puis sa propriété height, je vais la définir à 300. Comme ça, je prends un peu moins grand que... Alors, sur ce grid, je peux très facilement définir les colonnes en cliquant dans la zone qui correspondra à une zone d'en-tête du grid en haut. En cliquant dessus, il me créerait autant de colonnes que je souhaite.
et je définirai de cette façon les colonnes dans mon grid. D'une part, je peux faire la même chose pour les lignes. Et toutes les manipulations que je fais en mode design, exactement, il me génère le code XAML correspondant et c'est très intéressant pour moi de voir ça. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que je peux toujours passer par le fichier de code source et puis faire les mêmes manipulations côté C#. Ok? Je peux toujours faire ça si je le souhaite. Maintenant, tout à l'heure, on avait parlé des panels. Je peux créer un formulaire dans lequel je n'utilise pas un grid, mais j'utilise par exemple directement un panel. Je peux le faire comme ça, en disant par exemple ici que je vais ajouter un nouveau formulaire à l'application. Ouais. Je vais appeler démo stack panel. Et puis au lieu de mettre le grid ici, je supprime ce grid et je le remplace par un stack panel. Maintenant, sur le stack panel, je peux parler de l'orientation. J'ai deux choix entre vertical et horizontal. Donc, par défaut, c'est vertical. Je vais regarder là. Et puis, je peux ajouter directement à l'intérieur de ce stack panel de nouveaux éléments, tels qu'un bouton. Et donc, vous voyez comment il va positionner mes éléments. Et donc, il va positionner mes éléments verticalement en descendant petit à petit dans l'espace disponible, en occupant tout l'espace d'un point de vue horizontal, parce que l'orientation étant verticale. Si je changeais l'orientation ici pour prendre une orientation horizontale, donc vous voyez que la disposition a été automatiquement changée. Alors, pour ces aspects, c'est encore des aspects qui sont, je dirais, un peu classiques. C'est des contrôles qu'on manipule avec les propriétés des contrôles. Je vais vous montrer un petit exemple qui va nous montrer à quel point cette plateforme est facile à utiliser quand je veux aller plus loin, quand je veux acheter par exemple des animations, etc. Des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on peut faire très facilement une fois qu'on a compris comment le modèle fonctionne. Donc ici, je vais ajouter un troisième formulaire. Que je vais dire démo animation simple. Alors cette fois-ci, je vais partir sur un Canva. Le Canva, si vous voulez, c'est le modèle de panel le plus basique qui est vraiment sur lequel on positionne les éléments de façon directe relative au Canva lui-même, directement. Alors là, je vais spécifier une taille qui est un peu plus petite que celle du formulaire lui-même, en disant que la largeur serait par exemple 250 et que la hauteur serait par exemple de 250 également. Donc ça, c'est mon Canva. Dans ce Canva, je vais créer un objet de type ellipse. Alors, une ellipse en WPF, c'est aussi le même objet qui me permettrait de définir par exemple un cercle. Il suffirait de spécifier une largeur et une hauteur qui ont la même valeur, ça me donnerait un cercle. Et puis j'ai une propriété qui me permet de définir la couleur de remplissage. Je vais prendre n'importe laquelle. Celle-là par exemple. Et puis, tout à l'heure, j'ai parlé des propriétés attachées. J'ai dit que quand on mettait un contrôle dans un conteneur, il héritait de certaines propriétés qui sont relatives à ce conteneur. Notamment si je veux positionner l'ellipse par rapport au canevas.
Pour le positionner par rapport au canevas, je dirais par exemple que je le positionne avec canvas.left et je définis à quelle distance elle se trouve de la bordure gauche du canevas. En disant donc qu'il est à la distance de 120, par exemple. Ensuite, canvas. Alors, si j'ai mis left, je peux. On en définit deux. Je peux mettre celle du haut, voilà. Ouais. Top. En prenant top, par exemple, et je vais dire qu'elle est à 140 de la bordure supérieure. Donc, ça, ce serait mon ellipse. Et puis ici, je vais ajouter un autre contrôle rectangle, un peu sur le même principe, en définissant une taille un peu plus grande que celle de l'ellipse. Je vais la mettre donc à 60 et je vais mettre la hauteur à 60 aussi. Je vais garder comme ça. Alors, je vais dire que pour canvas left, je vais la mettre un petit peu avant l'ellipse, à 110, comme ça. Et canvas right, non, canvas top plutôt, je vais la mettre aussi un peu plus haut. Puisqu'elle est plus grande, elle va couvrir l'espace occupé par l'ellipse également. Je vais définir une couleur de remplissage avec fill, Alice Blue. Et puis, je vais la rendre un peu moins opaque. Comme ça, on peut voir par transparence. On peut voir par transparence l'ellipse qui serait en arrière-plan. Alors, je vais vérifier que voilà, c'est correct. C'est ce que j'ai fait pour le moment. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est d'animer ce rectangle, un mouvement d'animation simple. Et pour le faire, je vais définir les propriétés de rendu du rectangle. Transformation au niveau de rendu en utilisant une propriété qui s'appelle render transform. Alors, dans render transform, je peux définir des transformations telles que des translations, des rotations, etc. Je vais prendre deux exemples simples. Alors, si j'ai plus qu'une transformation, je les mets dans un groupe de transformations. Donc, ici, dans le groupe, je vais définir ce que j'appelle un swell transform. Donc, ça, c'est un étirement. Je vais la définir en définissant d'abord son centre. Ça, c'est donc par rapport au rectangle. Je veux dire que le centre de cet étirement en X, c'est la position 10 par rapport à l'origine du rectangle et en Y aussi. Ensuite, je vais définir une propriété que j'appellerai XName. C'est une propriété qui est accessible par les ressources de l'application et je vais l'appeler étirement. Je vais faire la même chose pour une deuxième propriété une transformation de rotation en définissant le centre aussi. Je vais le mettre à 20 en X et en Y, je vais le mettre à 15. Et pour le nom, je vais l'appeler rotation. Alors ça, je suis en train de dire par là que quand on effectue le rendu de ce rectangle, qu'on lui applique les deux transformations d'étirement et la transformation de rotation. Maintenant, on va détailler cet effet d'animation et on va le détailler au niveau du canevas, qui est le conteneur dans lequel se trouve ce rectangle. Donc, au niveau du canevas, on va définir des triggers. Pardon, là, je suis sorti du canevas. Des triggers sur le canevas. Et au niveau de ces triggers, je vais définir un trigger qui est défini par un événement. Et je vais spécifier que l'événement, c'est l'événement de chargement de ce canevas. Au moment où le canevas se charge, je souhaite que l'événement puisse être déclenché. Alors ensuite, je vais définir l'animation. Et la définition de l'animation, ça se fait avec ce qu'on appelle un storyboard.
Donc, le storyboard, on le met dans une balise qui s'appelle begin storyboard et je définis ensuite mon storyboard. Alors, storyboard, c'est un terme qui est courant aux applications qui font de la 3D, de l'animation, 3D Studio, Maya, les jeux vidéo, etc. Toutes les applications qui font ça. La scène sur laquelle vous manipulez les grandeurs à animer, les personnages qu'on met en mouvement se font dans ce qu'on appelle un storyboard. Donc, ici, au niveau de mon storyboard, je vais donc définir quelques propriétés. Une propriété qui dit par exemple que je souhaite que l'animation se fasse dans les deux sens, c'est-à-dire auto-reverse. Donc quand il arrive à la fin de l'animation, il revient dans le sens inverse. Et je vais définir une autre propriété qui s'appelle repeat behavior, que je définis à la valeur forever. Autrement dit, je suis en train de le dire, cette animation, je souhaite que tu me la répètes indéfiniment. Allez, indéfiniment. Après ça, je vais définir des animations avec cette balise double animation. Donc, où je peux définir à nouveau des propriétés attachées avec storyboard target name. Donc, ma première animation, c'est sur l'objet étirement. Si vous vous rappelez ici, j'avais défini un scale transform que j'ai appelé étirement. Ensuite, je vais définir ensuite sur le storyboard la propriété qui doit être animée avec target property. Et donc, pour moi, ici, c'est une propriété qui s'appelle, par exemple, Square X. Sur l'objet Square Transform, je peux faire l'étirement soit dans la dimension X, soit dans la dimension Y. Et après ça, je définis donc d'autres caractéristiques de l'animation. À partir de quelle valeur on commence? Je veux dire, on commence à 0. Et on arrive à la valeur tout, qui est une multiplication en disant, par exemple, 5 fois plus grande que la valeur initiale. Et la durée de l'animation, je vais la définir pour, on va dire, 5 secondes, par exemple. Alors, cet exemple, je vais rapidement le recopier sur la propriété. Pardon, je vais pas copier. La propriété de... Non, je ne suis pas arrivé à le copier. Bon, c'est pas grave, donc je vais le retaper rapidement. Alors, storyboard target name, c'est toujours le même, étirement. Ici, storyboard.targetProperty, c'est cette fois-ci square y, from de la valeur 0, donc sans étirement, jusqu'à un étirement qui serait 5 fois la valeur originale. Et donc la durée, je vais la définir aussi pour faire simple avec la même valeur ici. Et ensuite, cette fois-ci, je vais ajouter une animation de rotation. Alors, pour faire une rotation, comment je la définis? Je la définis en tant que une variation sur l'angle du rectangle. Okay? L'angle considéré. Donc, en disant ici que l'objet de transformation, c'est mon objet rotation. Et donc, j'ai le storyboard target property. Ce sera la propriété qui s'appelle angle, que je vais animer en la faisant passer de la valeur 0 jusqu'à la valeur de 360 degrés dans une durée de 5 secondes. Et donc, quand je fais ça comme ça dans une durée de 5 secondes, ça définit quelque part aussi la vitesse à laquelle l'animation va s'exécuter pour pouvoir être faite. Alors, théoriquement, j'ai fini cet exemple, donc on va le tester, vérifier que ça fonctionne. Alors, démo animation simple. Donc, je dois changer ici, dans le Startup Query, en disant, on veut passer à démo animation simple. Je vais définir ça comme mon projet de démarrage et je vais l'exécuter. Donc, vous pouvez constater le mouvement. Ça ne se voit pas très bien, la couleur n'est pas... Je vais changer la couleur de remplissage pour une couleur plus... L'opacité, oui. L'opacité, ouais. Ouais, effectivement. Alors, si je prends... J'ai fait 0,5. Ok, on peut la mettre un peu plus
0,8. Ouais, ça sera mieux. Ouais. C'est un peu mieux. Vous la voyez mieux? Sinon, on met une couleur sombre. On va mieux la voir avec une couleur plus sombre. Du vert, par exemple, ici. Pour le, au lieu de Alice Blue, je vais mettre du vert. Voilà, green. Je mets ici du green, comme ça. Là, ça se voit mieux. OK? Et donc, on voit que la liste des transformations s'effectue en même temps en phase de rendu. Et puis, il fait l'animation dans les deux sens et il continue de la répéter indéfiniment. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de la facilité d'utilisation de cet outil. Alors, ce n'est pas les seuls démos que j'ai prévus. Donc, pour les autres démos, ici, vous avez vous avez des exemples de démonstrations basiques, si je peux dire, pour différents types d'utilisation. Alors, dans cet exemple, là, j'ai mis un exemple de démonstration sur la façon par laquelle vous pouvez facilement créer des gradients de couleurs. Si vous voulez utiliser, au lieu d'utiliser des couleurs solides, je veux travailler avec des gradients de couleurs. Ici, en fait, au niveau des gradients de couleurs aussi, on a énormément de possibilités de choix. Le premier exemple, c'est un gradient linéaire, mais je peux utiliser par exemple un gradient dit radial, cet exemple de gradient radial. Donc, bon, en mode design, si vous pouvez le voir, ça va aller plus vite que de l'exécuter à chaque fois. Vous voyez que cette fois-ci, le gradient de couleur, il est circulaire. Et la création de ces exemples n'est pas plus compliquée que le fait de définir ma balise de gradient, définir les différentes couleurs sur lesquelles je veux exécuter ce gradient, qui sont ici, et puis l'origine du gradient, le centre du gradient, le rayon en X et le rayon en Y. Okay? Donc, puisque c'est un gradient circulaire, on définit des paramètres d'un cercle autour duquel la couleur va se propager. Et vous voyez que c'est un mélange des trois couleurs qu'on a choisi. Autrement dit, ici j'avais utilisé, au lieu de vert, j'avais utilisé par exemple blue. Blue. Vous voyez donc l'effet. On a un effet immédiat. Un autre type de gradient que je peux utiliser, c'est un gradient qui est dit avec une brosse de type drawing brush, où je dessine carrément un motif à l'intérieur de ma zone et il utilise ce motif pour le peindre. Donc là, ça me permet de dessiner par exemple un échiquier. Okay? Alors, des exemples. Alors, on avait aussi parlé des liaisons aux données. Avant de faire les liaisons aux données. Pardon, par exemple, l'exemple des chats, Fibonacci. Hein? Fibonacci. Oui, on va les voir. Graphiques. Oui, il y a beaucoup d'exemples de graphisme et tout, si ça vous intéresse. Parce que c'est très puissant dans la partie, par exemple, c'est tout ça. Ah, Le PDF, c'est... ok. Je vais vous montrer des exemples là-dessus aussi. Ok? En fait, j'ai plus d'exemples que je ne pourrais montrer parce que on va manquer de temps. Mais je vais quand même vous montrer rapidement l'essentiel et on va venir à ça aussi. Ok? Ne vous en faites pas, je vais y arriver. Je vais pas louper ça. Alors, donc là, c'est ce que je voulais vous montrer sur ces... Et puis, dans la présentation tout à l'heure, j'avais parlé de liaison aux données. Donc ici, j'ai inclus quelques exemples de liaison aux données. Et donc, ce qui est intéressant, depuis la version 2.0 du framework.NET, on a énormément de possibilités de liaison aux données. Et toutes ces possibilités sont disponibles dans WPF. Okay? On n'a pas vraiment de restrictions là-dessus. Donc ici, un exemple simple, c'est de voir par exemple que dès que je modifie une valeur, c'est directement répercuté dans la zone qui est associée. Ici, donc là, c'est répliqué aussi. Okay? Différents cas de figure de liaison aux données sont présentés là. Ça, c'est stocké dans une base de données? Non, pas la peine. Même pas. On peut le faire actuellement, toute source de données. Je peux utiliser des objets qui sont développés dans mon application, des instances d'objets, qui ne sont ni dans une base de données ni dans un fichier,
comme je peux travailler avec un fichier, comme je peux travailler avec une base de données. Ok? Je peux utiliser n'importe quel moyen que je souhaite. Ici, un deuxième exemple, c'est un exemple de type master detail, c'est-à-dire j'ai une table principale et une table dans laquelle s'affichent des détails. Et donc, c'est ça. Donc, dès que je change, vous avez immédiatement les changements qui sont faits. Maintenant, ça peut être intéressant de savoir un petit peu comment ça se passe en arrière-plan au niveau de la liaison. C'est toujours ce même principe qu'on a vu dans les exemples de slide. Ici, par exemple, la liste view, je dis que les éléments de la liste view sont définis à l'aide d'un item source et je spécifie que pour le item source, on obtient les éléments par liaison aux données avec binding. Maintenant, quand la source, ce sont des éléments qui sont présents, par exemple dans mon fichier XAML, ça devient une source de données qui est statique. Donc on utilise le mot static resource, on précise la source. Là, vous allez voir que customer list, il sera défini dans le même fichier quelque part d'autre, ok? Il est défini ici customer list, ok? Vous voyez customer list, c'est elle qui est utilisée comme source de données. Et path égale customer, ça sera donc par exemple une des propriétés qui sont à l'intérieur de cette source de données. D'autres exemples sur le data binding, je pense que c'est bon pour le data binding. Un autre élément qui peut être intéressant, c'est les possibilités, par exemple, que je peux définir. Quand je fais de la saisie de texte, de définir une capacité d'autocomplétion du texte. Je commence à taper le texte et il me donne des propositions pour le remplir. Ok, donc regardez dans cet exemple ce que j'ai fait pour cet exemple. Alors si je commence à taper ici, alors bienvenue. Bienvenue à cette session MSDN, c'est moi qui l'ai acheté comme choix possible. On commence par A. J'ai la liste des choix possibles sur A. J'ai une longue liste pour A. Donc, soit on part avant par une liste prédéfinie, soit il utilise des exactement, c'est ça. C'est ça, oui. Alors, la liste prédéfinie, je l'ai définie. Oui. Et sa définition reste aussi simple que de passer, par exemple, dans ce... C'est comme le concept en fait utilisé dans, par exemple, Google. C'est là sur les chiffres qui est utilisé pour proposer des... Ouais. Non, je ne suis pas sur le bon, désolé, je ne suis pas sur le bon exemple. Voici ma liste. Okay? Sur le text box correspondant, il a une propriété qui s'appelle Auto-Suggestion List. Donc, une collection dans laquelle je peux ajouter les différents éléments que je souhaite qu'ils soient affichés. Donc là, j'ai ajouté quelques éléments. OK, alors, je vais continuer avec les slides. Pour parler un peu des évolutions qu'on trouve dans la version 4, alors la version 4 est orientée productivité. Okay? Donc, j'ai les éléments de base qui sont toujours disponibles, mais on va à un niveau supérieur de productivité et aussi intégration avec Windows 7, avec donc le SDK de Windows 7, tel que le support du multitouch, des taskbars, alors de nouveaux événements de manipulation, des événements pour saisir la gestuelle. Donc, pour les systèmes tactiles, tels que les écrans tactiles, donc on sera capable désormais de pouvoir intercepter les mouvements que l'utilisateur fait, ou bien quand il touche à l'écran, etc. On peut récupérer ça. Le multitouch aussi. Et compatible avec Surface SDK 2.0, donc qui est un SDK pour tout ce qui est multitouch et écran tactile. Donc, de nouvelles fonctionnalités sur la taskbar, telles que des progress bars, etc. Des améliorations sur les contrôles, les outils de manipulation, des améliorations graphiques aussi. Des fonctions qui facilitent davantage la réalisation des animations. Un text stack
qui est donc une pile de texte, une pile pour le texte uniquement. Alors, des conversions entre XAML et BAML. Alors, XAML, on a vu, BAML, c'est plus utilisé pour le côté métier, okay, pour définir aussi des règles métiers avec du balisage XML. Au niveau des contrôles, j'ai le contrôle data grid, le contrôle date picker, un contrôle de persistance de l'état, Visual State Manager, le ruban et des contrôles de charting, tout ce qui est graphe. Donc là, je reviens un peu sur les améliorations des outillages aussi. Ça, on en a un peu parlé globalement. Alors, un autre aspect aussi très intéressant, c'est la relation entre Silverlight et WPF, une sorte de comparaison entre les deux. Sachant que, comme je vous disais tout à l'heure, à une époque, Silverlight était appelé WPF/E, E pour Everywhere. Ça signifiait que donc Silverlight était une version allégée en quelque sorte de WPF qui est accessible par Internet, etc. Donc, qu'on peut utiliser un peu partout. Donc, on dit qu'elle est je dis qu'elle est en concurrence avec des technologies telles que Flash. Ça permet de faire le même type d'application, développer des applications Internet client riches qui sont accessibles par navigateur. Alors que dans le cas de WPF, on cible plus les applications client riches bureautiques. Okay? Une application donc qui fonctionne sur le poste client, c'est ça, sur le poste client. Donc l'ancien nom c'était WPF/E, WPF lui-même était appelé Avalon. Donc, les applications Silverlight, je peux les déployer sur plus de plateformes et plus de navigateurs, alors que les applications WPF sont déployables sur le bureau ou peuvent être exécutées dans Internet Explorer. Okay? Parce que dans WPF, j'ai une extension qui me permet de créer des applications WPF navigables. Navigables. Alors, si je prends par exemple Windows Application 1 sur laquelle on était, c'est comme des web applications. C'est comme des web applications, mais elles sont plus riches. Elles sont plus riches fonctionnellement que Silverlight parce qu'elles ne sont pas destinées à être utilisées sur tous les navigateurs, mais sur Internet Explorer. Ouais. Et du coup, en fait, tout ce que je peux définir comme XAML, pratiquement presque tout, avec une application WPF client riche, je pourrais la définir avec une application WPF client léger Internet Explorer. Okay? Donc, je peux l'ajouter en tant que, par exemple, un projet ici et dire que je veux ajouter une application WPF pour navigateur. Et vous allez remarquer donc que dans le cas de cette application, par défaut, le type d'élément qu'on utilise, c'est la page, modèle de page, qu'on peut utiliser également aussi dans l'application client riche. C'est possible de le faire aussi. C'est uniquement sur Internet Explorer, oui. Toute version je pense que c'était à partir de la version 6, je pense, la version 6, oui. Non, par défaut, une fois que tu as installé le framework, c'est automatique, ça marche automatiquement. Normalement, WPF, c'est disponible depuis Vista. Vista est oui. préinstallé. Sinon, pour XP, il faut l'installer. Oui, exactement. Sinon, pour XP, il faut l'installer. Il faut installer le framework. C'est ça, exactement. Exactement. Ouais. Au profit de HTML5. Bah, Damien sera mieux placé pour répondre à cette question.
c'est HTML5. Ça, c'est vraiment dans le monde web. Dans le monde web, tu ne sais pas ce qui va se faire. Quand tu es dans le monde de l'entreprise, de l'application, etc., là, tu vas avoir un peu plus de maîtrise sur les gens qui se connectent. Tu connais, potentiellement, tu as la maîtrise. À ce moment-là, tu peux avoir des besoins bien plus précis et plus riches en termes d'interaction. Voilà. Et des choses que tu dois avec un faire, c'est notamment l'interaction Torrent va rester quand même là un petit moment, parce qu'il permet un peu plus de choses de ça. Peut-être qu'on est un petit peu différent, c'est-à-dire que HTML5 va être vraiment à destination du web, peut-être comment c'est pas fait. Là, HTML5 va avoir quelque chose universel. Torrent va avoir probablement une vocation pour les applications web de l'entreprise, les applications extranet. Pour avoir plus de choses de Ok, merci Damien. Oui, justement, donc, certains aspects intéressants, c'était que si je considère par exemple la bibliothèque de classe de base de framework, au niveau de Silverlight, il exploitait une version allégée. On comprend parce qu'on est dans le contexte du client léger, certains aspects de sécurité et tout, alors que pour WPF, c'était une version complète. À l'époque, il n'y avait pas de support 3D, mais il y a plusieurs projets tierces qui ont essayé d'ajouter un support 3D à Silverlight, et notamment, vous avez par exemple le projet Silverlight 3D qui va exactement dans ce sens pour ajouter le support 3D là-dessus. Et puis pour Silverlight, la balise de base, c'était le user control. Pour WPF, c'était le Windows, d'autres éléments. Alors, si on récapitule ça sous forme vraiment d'avantages, on dirait plutôt que les avantages que WPF présenterait, c'est le fait d'avoir un accès total à l'API Windows et .NET, le support d'impression puissant, le support offline, les accélérations 3D, les contrôles tiers supplémentaires, etc. Comparativement à Silverlight, son avantage serait le fait qu'il ait son runtime soit vraiment réduit. Okay? Les bibliothèques d'installation pour pouvoir l'exécuter sont légères, sont pas très. Je l'utilise, pas besoin de passer par un cycle de déploiement. Il est multiplateforme, multinavigateur, plus facile à apprendre. Je peux partager du code et des composants entre solutions intranet et Internet. Je peux déployer facilement Silverlight aussi. Et puis, on reproche aussi à WPF, on trouve parfois que la courbe d'apprentissage est un peu importante. Moi, je dis, c'est surtout comprendre la philosophie. Comprendre sa philosophie, une fois qu'on a compris le fonctionnement de base, parce que c'est légèrement déroutant par rapport à la façon dont les WinForms sont conçus. Mais une fois qu'on a compris ça, ça se fait. Et j'ajoute la remarque que tout ce qui t'apprend sans peine s'oublie sans délai. C'est un bon dicton, mais je ne sais pas qui l'a dit. Okay? Tout ce qui s'apprend sans peine s'oublie sans délai. Donc, c'est pas mauvais qu'on ait à travailler un peu pour bien maîtriser WPF. Après, on sera très content. Alors ici, je dis WPF par l'exemple, il faut le voir pour le croire. Je vais vous présenter quelques applications supplémentaires simplement pour qu'on voit ce qu'on peut faire avec WPF et comment on peut le faire aussi. Une application intéressante que je voulais vous montrer, c'était alors cette application que j'ai appelée vidéo, son et 3D. Hello, I'm Erica Wickers. Welcome to the MSDN News Update. Another episode of the .NET Show. On this episode, we're going to talk about .NET Alert.
Essayez d'imaginer faire ça avec un WinForm. A new digital TV software platform designed to help cable operators get more value from on-demand and other digital TV services using the hardware and network Non, pas infrastructure. besoin de bibliothèque tierce pour faire ça avec du WPF standard, avec une petite technique sur l'opacité et une petite astuce sur les rectangles, parce que dans un objet 3D, la façon dont mathématiquement un objet 3D on lui définit aussi ce qu'on appelle des vertex, qui indiquent de quel côté on voit l'objet. Et si vous voulez que l'objet puisse être vu des deux faces, il faut associer en fait deux objets comme ça et les présenter comme si c'était un seul objet. Comme ça, un il a un vertex qui est sortant à gauche et l'autre a le vertex sortant à droite. Okay? Comme ça, on peut le voir comme si c'était un seul objet. À part ça, c'est du standard. Pardon? Oui, d'autres exemples. Il y a plein d'exemples intéressants, mais celui-là, c'est peut-être le plus intéressant d'un point de vue visuel. C'est ça. Exactement. Vous aurez le tout. C'est ça, justement. Juste comme pour confirmer ce que Damien vous dit là tout de suite, je vais vous montrer un petit peu. Ça, c'est la liste des projets. Il y en a plein. Je ne peux pas tout vous les montrer. On n'a pas tout le temps pour ça. Et au niveau des sessions aussi, la session que j'ai présentée, c'est ça, essentiel de WPF. Mais vous avez un slide rien que sur le data binding. Vous en avez un autre rien que sur les différents contrôles que vous pouvez utiliser, les contrôles WPF, comment les manipuler. Vous avez un sur la structuration des applications. Comment utiliser les panels pour bien dessiner des applications qui sont très intéressantes. Okay? Donc, vous aurez bien sûr accès à tout ça. Alors, pour les mathématiciens et les statisticiens, parce qu'apparemment, il y en a beaucoup qui sont intéressés par ça. Il y a plein d'exemples aussi là-dessus. Je vais essayer d'aller vite là-dessus. Alors, ça, c'était Fibonacci. Alors, ça, c'est des exemples ici de... Voilà, c'est des exemples de graphes un peu simples. La transparence, quelle transparence? Où ça? Vous avez lancé, c'est apparu petit à petit. Oui, ça c'est c'est Visual Studio qui te le fait ici parce que mais c'est des trucs qu'on peut faire. Je vais te montrer un exemple là-dessus. Oui, c'est gérable. Alors ici regarde là, tu peux facilement modifier le visuel, choisir un autre modèle rapidement, des modèles par point. Ouais, des graphes de ce style. Ouais, c'est tout ce qui est report et statistiques. Ici, vous avez un exemple de page de démarrage. Et là, ça va répondre aussi à la question que tu viens de poser. Regardez cette page de démarrage. C'est pas mal, non? C'est super, hein? De faire un truc comme ça dans une application. Alors, d'autres... on a vu dans les évolutions, on a vu que on allait disposer de contrôle ruban. Vous connaissez, depuis Office 2007, vous avez les rubans. Là, vous avez un exemple de ruban. Contrôle ruban que vous pouvez utiliser. Donc, dans votre application. Un peu fonctionnel, hein, moyennement, pas complet, mais... Un double clic sur Home. Ici? Pourquoi? Ah ouais, pour voir si la fonction est la même que...
Oui, c'est le même principe, c'est ça. Mais il n'est pas complètement fonctionnel. Vous avez trouvé quelques fonctions qui ne sont pas définies. C'est juste une démonstration, c'est pas une utilisation complète. Alors, ici, vous avez une interface que vous connaissez sans doute. Oui, vous la connaissez? Ça, c'est Outlook. Ça, c'est Outlook, ok? Ça, c'est le modèle de Outlook, mais regardez, les menus sont non fonctionnels. C'est juste une démonstration, hein? Et c'est très facile de faire des applications comme ça avec WPF. C'est vraiment très facile. Avec un peu de structuration, les espaces... ici, vous avez un stack panel. Regardez cette zone, c'est un stack panel dans lequel on a mis des boutons. Un bouton dans WPF, il n'a pas à contenir que du texte. Il peut avoir des images. Il peut contenir un autre stack panel. Ce bouton, normalement, c'est un deuxième stack panel dedans dans lequel l'orientation est horizontale. Comme ça, on met les éléments et ils se collent sur la gauche, comme c'est présenté ici. Donc ça, c'est des tree view, etc. C'est assez facile de développer des applications comme ça avec WPF. Les thèmes, tu les définis. Tu définis les thèmes, tu définis les styles, etc. Tout ça, tu peux les définir sans problème. Il y a des objets thèmes pour définir des thèmes, des objets styles, etc. pour définir des styles. Alors, on va voir ça. Voilà. Ça, c'est pour les matheux. C'est aussi des choses assez aisées à définir. Ici, vous avez ce qu'on appelle des courbes de lissage. Vous avez dû étudier ça en physique ou soit en terminale, soit en classe prépa ou quelque chose comme ça. Hein. Si vous changez le facteur n, ça donne différentes sortes de courbes. Pareil pour celle-là aussi. Vous voyez que c'est la même équation qui est là, avec quelques changements, ça donne différentes équations des courbes. Ça répondrait aux matheux qui voulaient voir des maths. Ça répond un peu? Fibonacci. Fibonacci. Ok, alors, exemple de Fibonacci. Pour le cas de Fibonacci, c'est un exemple d'intégration. Ah non, ça c'est la bibliothèque. Ça, c'est juste la bibliothèque. C'est la bibliothèque de classe. Ok, c'est pas l'exemple complet. Est-ce que ça donne la possibilité de faire des modifications HE? C'est ça? Des modifications HE? De manipuler par exemple des cours, c'est déjà utilisé dans des applications de. Oui, par exemple, oui, bien sûr. La communication en temps réel, oui, bien sûr. Graphique et c'est... Oui, bien sûr, absolument, vous pouvez le faire. Comme par exemple les résultats d'un oscilloscope, des choses comme ça. Le résultat de l'oscilloscope, il change à chaud aussi, oui, bien sûr. Regardez cet exemple qui est ici. Il est presque le même que la première démonstration que j'ai faite de l'animation. Cet exemple, il est presque le même. Il est presque le même. La seule chose qu'on fait ici, c'est que la liste des barres, on a mis un square transform. Okay? La transformation d'étirement et la valeur est aléatoire. Okay? Et on fait l'étirement selon l'axe Z. L'axe vertical ici correspond à l'axe Z. Okay? Donc, pour des exemples de mathématiques. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous présenter sur ça. Un autre aspect que je n'ai pas eu le temps de montrer, c'est un peu ce qui est en relation avec l'intégration entre WPF et les WinForms. Okay? Les WinForms vous avez beaucoup d'applications en WinForms. On voit que WPF est très intéressant. On veut par exemple pouvoir bénéficier des capacités de WPF dans une application WinForms. Ça peut être intéressant de voir comment ça fonctionne. Alors ici, je vais vous montrer un petit exemple, tout simple, mais j'espère que vous allez aussi apprécier. Dans cet exemple, ce que j'ai fait, j'ai présenté dans un panel, donc ça c'est une application WinForms, mais j'ai créé des formulaires dans lesquels le premier j'ai présenté des boutons et je les ai mis dans un panel WPF et j'ai présenté ce panel avec une perspective en 3D. Donc les éléments, au lieu de s'apparaître l'un derrière l'autre, ils apparaissent avec la perspective 3D et je les ai animés. Quand on clique sur un des boutons, il peut passer en première position. Okay? Donc ça, c'est des boutons. J'ai fait un deuxième exemple comme ça avec des zones de texte au lieu de boutons.
Et donc là, vous avez une zone de texte qui est purement fonctionnelle sur laquelle je peux couper du texte ou le supprimer. Je peux copier le texte et aller le coller quelque part d'autre, comme par exemple ici. OK? Donc, c'est des zones de texte purement fonctionnelles. Et donc, ce modèle d'intégration aussi n'est pas vraiment quelque chose de compliqué à faire. Vous allez voir dans le code comment ça se fait. Techniquement parlant, oui. Il faut démarrer par un projet WinForm et par la suite ajouter des composants WPF. Exactement, c'est ça, c'est ça. On a un composant de hosting qui est disponible qu'on utilise pour acheter ces composants. Pardon, ici. Je vais vous montrer rapidement en 2 minutes à quoi ça ressemble. OK? Donc, j'ai l'élément et le host dans lequel j'ajoute les différents éléments. OK? C'est tout. Ça se passe juste sur ça. Voilà, donc je vous remercie pour le temps. Je pense que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Si vous avez des questions. Je sais pas. OK. Allez-y. Allez-y. Bon, je n'ai pas très bien compris le concept de routage et propagation des événements. D'accord. OK. L'idée est très simple. Dans le concept de routage et propagation des événements, au lieu de traiter un événement de la façon, je dirais, classique, où c'est juste le bouton qui reçoit l'événement qui peut le gérer, on donne une chance aux contrôles qui sont dans la hiérarchie supérieure de pouvoir recevoir l'événement ou les contrôles qui sont plus bas. Exactement. C'est comme si l'événement ne concerne pas que le bouton. Par exemple, oui, on aimerait par exemple que si dans un panel, j'ai un certain bouton ou j'ai plein de boutons, si je clique sur le bouton et que je le glisse, que ce ne soit pas le bouton qui se déplace, mais que ce soit tout le panel qui se déplace. Vous voyez, par exemple, supposons que la calculatrice de Windows, la petite calculatrice de Windows, si je pouvais cliquer sur, je sais pas, la zone de texte et faire un drag, et que ce soit toute la calculatrice qui se déplace, plutôt que la zone de texte uniquement. À ce moment-là, grâce à ce mécanisme, exactement, à la racine, il reçoit l'événement et on peut donc faire un traitement. Mais on peut empêcher ce fonctionnement en mettant la propriété handled égale true. À n'importe quel niveau où je gère l'événement, si je ne veux pas qu'il soit propagé, handled égale true et il ne se propage pas. C'est ça. Exactement. Listener, c'est un javaïste qui parle de listener. on est au 15e étage, hein, si on te... T'as pas de parachute, à ce que je sache, non? Et la propriété x2 points x2 points, c'est une façon de définir des noms pour des ressources qu'on introduit dans les fichiers XAML. OK? Par exemple, quand je... Comme des tags. Oui, c'est comme des tags, oui. On les appelle des propriétés d'extension des tags. Ce sont des propriétés d'extension de tags, c'est ça. Tu ajoutes des propriétés supplémentaires aux tags. C'est ça. Exactement. Si tu prends par exemple, alors, dans quel exemple? C'est comme les ID. Oui, ça va un petit peu plus loin parce que quand tu prends le ID du HTML, par défaut, il existe déjà. Tu l'as déjà. OK? Et là, je définis par exemple une ressource supplémentaire et je veux lui associer, je vais voir dans les exemples de liaison aux données. Dans les liaisons aux données, ça apparaît beaucoup. Pour nommer les ressources, voilà. Quand on définit des ressources en général, voilà, on peut les nommer comme ça. OK, par exemple, les ressources. Ici, je définis une ressource. Regardez, ces ressources sont des sources de données objets qui sont récupérées sur des objets, Object Data Provider. Donc, ce sont dans mon application, j'ai des classes et des instances de ces classes sont ces objets. Mais ici, au niveau du fichier XAML, on veut pouvoir les utiliser. Et pour les nommer, on utilise par exemple la propriété xKey. Autrement dit, plus loin, cet élément qui
qui est défini ici, c'est Object Data Provider, il va être référencé avec default person. Ok, c'est grâce à ce nom. Ça fait penser au même principe que les ID. C'est ça. L'idée est là, c'est la même idée quand même.